Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs, l'Ukraine n'a pas atteint ses objectifs. Eh oui, au-delà de l'Ukraine, l'OTAN n'a pas atteint ses objectifs à Kursk, en Russie. Ils ont échoué, et lamentablement d'ailleurs. Pourquoi je dis ça? L'objectif principal de l'entrée des troupes ukrainiennes et otaniennes en Russie, dans la région de Kursk, c'était essentiellement de prendre la centrale nucléaire qui se trouve dans la région de Kursk. Eh oui, ça c'était l'objectif principal. Second objectif, c'était de reprendre le contrôle de la Crimée. S'ils reprenaient la Crimée, à ce moment, on va faire plier Vladimir Poutine. Il y aurait soit une crise grave en Russie, qui devrait probablement entraîner la chute de Vladimir Poutine, et à ce moment, il mettait un pantin, et puis on va vers la balkanisation de la Russie. Ça, c'était l'objectif fondamental. Ils ont échoué. Ils n'ont obtenu ni l'un ni l'autre. Ils n'ont pas pris le contrôle de cette centrale nucléaire. Ils n'ont pas pris le contrôle de la Crimée. Ils ne se sont même pas rapprochés de la Crimée. Et les Occidentaux, les Otaniens les plus réalistes savent qu'ils ont perdu la guerre. Savent qu'ils ne peuvent plus atteindre la Crimée, surtout pas la Crimée. Voyez comment les Occidentaux ont procédé. On nous a tous fait croire que c'était l'Ukraine qui avait décidé. Ce que l'Ukraine avait oublié, c'est que quand on fait une intervention comme celle-là, on prend 10 000 hommes pour rentrer sur un territoire étranger. Il faudrait qu'il y ait la logistique qui suit. Et la logistique, quand on parle de logistique, ce n'est pas des robots, il faut des hommes pour assurer le ravitaillement en matériel, en nourriture et tout, en argent, en information. Donc, lorsque un soldat rentre sur un territoire donné, il faudrait qu'il y ait au moins 5 autres soldats qui assurent sa logistique. Donc, au total, on compte à peu près 6 soldats pour qu'une opération puisse être réussie pour ce soldat. Ici, nous parlons de 10 000 hommes, ukrainiens, otaniens, américains, français, allemands, espagnols, portugais et autres. 10 000 hommes. Ça veut dire que si vous avez lancé 10 000 hommes comme ça là, sur le champ de bataille à Kursk, vous devrez avoir 50 000 hommes qui devraient assurer la logistique. Oui. Donc, pour réussir une petite opération comme ça, il faut au moins 60 000 hommes. Vous avez 10 000 hommes et vous avez 10 000 autres comme réservistes qui sont actuellement littéralement bombardés par les Occidentaux. Donc, vous n'avez mis que 20 000 hommes. Le tiers de ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous croyez obtenir? Une guerre, c'est 3 choses. L'information, le renseignement, d'abord et avant tout. Vous avez la logistique ensuite, et vous avez les hommes. Mes excuses. Donc, tant que ces 3 conditions ne sont pas réunies, vous ne pouvez pas gagner une guerre. Or, l'Ukraine a la logistique, mais n'a pas des hommes. L'Ukraine a l'information, mais l'Ukraine n'a pas la logistique qu'il faut. Parce qu'il lui manque des hommes pour assurer cette logistique-là en temps réel. Vous voyez? Donc, c'est ça qui fait perdre la guerre en Ukraine. Les Ukrainiens s'étaient dit que lorsque nous allons mener cette opération, là, on va prendre la Crimée ou comment vous appelez ça, la centrale nucléaire, alors les Russes
il y aura une crise au Kremlin, à Moscou. Et les Russes vont chercher eux-mêmes à déstabiliser, à chasser Poutine du pouvoir. Maintenant, ce qu'ils font, ils disent que nous sommes rentrés dans la course pour que nous puissions entamer les négociations. Résultat des courses, Poutine dit, il n'y a pas de négociation. Donc l'ennemi est sur notre territoire. Puisque nous avons la capacité de le faire partir. On fait appel aux négociations quand on est en position de faiblesse, de force. Parce qu'on impose les négociations. Et c'est ce que dit la Bible. Quand vous savez que vous n'avez pas la force pour atteindre votre objectif, pour combattre l'ennemi, allez le voir et vous négociez. Ça, c'est la Bible qui dit, hein, leur livre à eux, ce que eux, les Occidentaux, ont rédigé. Pas nous, ce qu'ils ont rédigé. Ils disent que non, il faut négocier. Vous voyez, maintenant, nous arrivons donc à une situation où Poutine dit non. Mais il n'y a pas que ça. Le Conseil de sécurité de Moscou, pas de l'ONU, hein, de la Russie, le Conseil de sécurité de la Russie est plus radical, va maintenant plus loin. Il dit que tant qu'on n'aura pas terminé définitivement avec l'ennemi, tant qu'on n'aura pas atteint tous les objectifs, il n'y aura pas de négociation. Et oui, mais ils peuvent le dire. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont la force de frappe, ils ont les moyens de frapper. On apprenait aujourd'hui qu'ils ont pris la ville de New York. Non, la ville de New York, c'est même depuis hier qu'ils ont pris la ville de New York. La ville de New York est tombée. Ils étaient maintenant à près de 5 km, sinon moins de 5 km de Pokrovsk. Et ça, ce sont des centrales logistiques. C'est-à-dire que s'ils prennent, dès qu'ils vont prendre Pokrovsk, là, la guerre dans le Donbass est terminée. C'est fini, le Donbass est parti, est tombé. Et le maire de Pokrovsk, là, c'est lui qui est en train de demander aujourd'hui à la population de partir. Ils disent aux gens, partez, ne restez plus ici. Parce que l'ennemi est proche et on n'a pas la possibilité de l'arrêter. Ces éléments qu'ils ont envoyés, 10 000 soldats qu'ils ont envoyés à Krux, ils pouvaient protéger Pokrovsk. On se demande, mais comment ils réfléchissent? Comment ces Ukrainiens la réfléchissent? Comment les experts otaniens réfléchissent? Bon, si leurs généraux sont habitués à aller en Afrique, et l'Afrique ne répond jamais, les Africains sont toujours là à accepter de prendre des coups. C'est maintenant qu'on le voit au Mali, au Burkina et au Niger. Les Africains disent, stop, nous ne voulons plus de ça. Si encore c'était en Afrique, ça pouvait se comprendre. Mais là, ils sont dans un pays qui est la première puissance militaire au monde, la première puissance nucléaire au monde. Vous voulez jouer avec elle comme ça? Alors que vous savez qu'une puissance nucléaire ne perd jamais une guerre. Donc, en quelque sorte, l'OTAN et Zelensky ont sacrifié 20 000 personnes pour cette aventure. En fait, c'était comme le loto. Si ça passe, c'est bon. Si ça passe pas, on s'en fout. Après tout, ce sont en majorité des Ukrainiens qui vont mourir et peut-être des mercenaires, américains, français et autres. Donc ça ne nous dérange pas à la rigueur. C'est peut-être ça qu'ils ont pensé. Mais c'est criminel. Parce qu'un leader politique, même un général, un commandant des forces doit savoir, doit mesurer. Moi, je ne suis pas militaire, je ne connais pas la situation du terrain, je ne l'ai jamais fait. Mais quand même, en tant qu'expert seulement, docteur en sciences politiques, quand je regarde, je dis, mais ça c'est une aventure. C'est une aventure macabre qui va se solder par un bain de sang inutile. On n'a pas besoin d'être un général, un militaire pour le faire, pour le comprendre. Mais si Zelensky arrive à ce niveau, c'est que soit il est fou, soit il est drogué, il ne prend pas des décisions de façon normale, de façon lucide, non.
il doit être fou, complètement dingue, pour prendre de telles décisions. On le voit, ça se retourne maintenant sur l'Ukraine. On a, vous savez, pour cette opération, Zelensky a sacrifié d'autres positions du front. Pas de matériel, pas de ravitaillement en hommes, en nourriture et autres, pour se concentrer sur Kursk. Et ils n'ont même pas atteint le tiers des objectifs qu'ils voulaient atteindre. Maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est que Kursk est pratiquement encerclé, et puis bon, livré à elle-même, et ses hommes et ses femmes, s'il y en a, ou ses enfants, sont en train de se faire canarder. Entre-temps, croyons qu'en faisant ça, on pourra pousser Poutine en négociation ou bien affaiblir le front russe en Ukraine. Non. On voit que Poutine est en train de suivre les deux voies en même temps. Encercler ceux qui sont rentrés dans la course et puis continuer à avancer dans le Donbass. On n'attendra pas plusieurs mois pour que le Donbass tombe. Je vous ai dit, c'était New York, pas New York aux États-Unis, New York en Ukraine. Il y a une ville là-bas qu'on appelle New York, qui était aussi une ville stratégique, une petite ville de près de 60 000 hommes seulement, stratégique, qui a été occupée. Maintenant, ils vont vers Pokrovsk, qui est aussi un grand centre stratégique pour la logistique dans cette opération du côté ukrainien. Et là, c'est le maire qui dit, il demande à la population, partez. Parce qu'il n'y a pas moyen de les arrêter. Alors que vous avez des hommes que vous avez envoyés à l'abattoir, à Kursk. Et ça, c'est méchant pour les dirigeants qui ont pris cette décision. Moi, je crois que ce sont des criminels. Je pense que si l'OTAN, parce que visiblement l'OTAN a été informée 1 an à l'avance de cette opération, l'OTAN savait qu'il devrait en arriver là, qu'il devait mener cette opération. Mais l'OTAN ne leur a pas dit, il faut arrêter avec ça. Donc leurs experts, que nous pensons être des bons experts, des généraux qui savent bien le métier, en laissant l'Ukraine dans cette aventure, c'est une complicité de crime. Et c'est malheureux. Oh Dieu Tout-Puissant, bien-aimés frères et sœurs, soyez encore une fois de plus bénis par le Dieu créateur et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.